Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce dernier cours du chapitre consacré à l'échelon continental de la gouvernance. Alors, dans ce grand D, il s'agissait de voir un petit peu comment l'Union européenne et ses instances avaient évolué, notamment depuis la crise de 2008. Puisqu'il s'agissait de répondre à la problématique suivante, comment les décisions sont-elles prises au sein de l'Union européenne? Alors pour cela, je vous avais mis à disposition en pièces jointes deux polycopes et des questions donc, qui portaient sur ces deux polycopes, ainsi qu'une petite fiche de synthèse pour un petit peu résumer cette leçon de manière schématique. Alors revenons donc à nos questions. Comment s'organise la prise de décision? Alors, par rapport au schéma que je vous avais mis, eh bien, vous voyez sur ce schéma que tout partait en quelque sorte du Conseil européen qui est l'instance où siègent les 27 chefs d'État et ou de gouvernement. Donc ces 27 chefs de gouvernement vont fixer l'orientation, en quelque sorte, d'un point de vue législatif. Cette orientation qui va être donc fixée par le Conseil européen va ensuite atterrir à la Commission européenne, donc où vont siéger 27 commissaires. Ces commissaires européens vont proposer des textes de loi que l'on va appeler par la suite règlements, directives. Ils vont proposer donc ces textes de loi à deux nouvelles instances. D'une part, donc le Conseil de l'Union européenne, où vont siéger les 27 ministres des Affaires étrangères des États membres. Excusez-moi. Petit poids lourd qui traverse la rue. Voilà. Donc, à côté de ce Conseil de l'Union européenne, eh bien, le texte de loi va faire la navette parlementaire, comme on dirait dans le droit français, c'est-à-dire que le texte de loi va aller du Conseil de l'Union européenne jusqu'au Parlement européen où ont siégé les députés européens, les députés qui ont été élus, vous en souvenez peut-être, l'année dernière lors des élections européennes. Donc nous avons désormais 705 députés européens qui siègent au Parlement de Strasbourg. 705 car vous le savez, depuis le 1er janvier, les députés britanniques ont quitté l'hémicycle, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, mais on y reviendra ultérieurement. Donc, une remarque par rapport à ces lois européennes, que l'on appelle généralement directives, une fois qu'elles ont été adoptées et par le Parlement européen et par le Conseil de l'Union européenne, eh bien, elles vont s'imposer en quelque sorte au droit national des 27 États membres, puisque chacun de ces États membres va avoir ensuite comme obligation d'appliquer cette directive européenne et de la transposer au droit national de leur pays respectif. Donc une petite remarque pour vous montrer que la législation supranationale qui se fait à l'échelon européen s'impose ensuite à l'échelon national, puisque chaque Parlement des États membres doit ensuite transposer dans le droit national ces directives qui ont été discutées et votées au préalable. Alors deuxième question, je vous demandais pourquoi les décisions sont-elles complexes à prendre? Eh bien il suffisait de regarder un petit peu ce schéma pour s'en convaincre, déjà parce que il va y avoir deux instances qui vont discuter du vote de ces lois européennes. Après, on l'a vu que ces textes aient été préparés en quelque sorte, notamment par la Commission européenne. Et donc là, comment eh bien, ces deux instances vont fonctionner? Alors pour le Parlement, c'est un vote généralement à la majorité, qui ne diffère guère de notre Parlement national. En revanche, au niveau du Conseil de l'Union européenne, où siègent donc les 27 ministres de l'Union européenne, et puis eh bien, depuis le traité de Lisbonne de 2007, parce qu'on l'a vu, les décisions à l'unanimité, qui était un petit peu le mode de fonctionnement depuis les origines de la construction européenne, étaient plus adaptées à un nombre de pays membres qui devenaient de plus en plus importants, eh bien il a été décidé
une espèce de compromis entre vote à l'unanimité et vote à la majorité. C'est ce qu'on appelle le vote à la majorité qualifiée. Alors, c'est donc rentré en vigueur en 2014. Depuis 2014, donc 80% des lois qui sont votées au Conseil de l'UE le sont dans le cadre de cette majorité qualifiée. Donc, pour présenter simplement ce mode de fonctionnement, pour qu'une loi soit adoptée, eh bien, il faut qu'elle obtienne l'accord d'au moins 55% des États membres. 55% des États membres représentant au moins 65% de la population totale de l'Union européenne. Donc c'est ce qu'on appelle, pour être plus précis, le vote à la double majorité. Majorité du nombre d'États, je vous l'ai dit, au moins 55% des États membres, mais aussi, pour que ce soit proportionnel à la population totale de l'Union européenne, il faut que ces votes soient le fruit d'au moins 65% de la population européenne. Donc pour cela, eh bien, chaque État, chaque ministre va avoir un nombre de voix différentes en fonction de la population de son pays. Si on prend par exemple les pays les plus peuplés, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, même si le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, on l'a vu, l'Italie, eh bien eux, tous ces États-là vont avoir un nombre de voix maximum au sein des instances européennes, en l'occurrence 29. Et à l'autre bout de la chaîne, les pays les moins peuplés, en l'occurrence Malte, eh bien n'aura que 3 voix. Donc lors de ces votes. Ça permet ainsi de respecter un petit peu la proportionnalité relatif à la population de chaque pays. Donc voilà ce qu'est le vote à la majorité qualifiée, aussi appelé double majorité. Donc c'est un phénomène, vous le voyez, assez complexe, qui encore une fois est le fruit d'un compromis finalement au sein de ces instances, mais qui, c'est vrai, a donné un peu plus de souplesse aux prises de décision au sein de l'Union européenne, plus du moins qu'à l'époque où le vote se faisait exclusivement à l'unanimité. Alors, troisième question, je vous demandais de me dire quel pays joue un rôle majeur au sein de l'Union européenne. Et vous aviez une photographie. Donc sur cette photographie, vous aviez le président du Conseil européen, Van Rompuy, le président du